Bonjour, bonjour et bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat. Donc une émission exceptionnelle parce que nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel en la présence de Jean-Louis Debré. Bonjour Monsieur Debré. Oh. Donc bienvenue dans notre Igloo, bienvenue à Strasbourg. Alors c'est une terre que vous connaissez puisque c'est l'Alsace, c'est la terre de vos ancêtres, hein, on peut dire ça comme ça. Notamment Westhofen, qui est une ville que vous connaissez très très bien. Alors Westhofen, puisque on regarde Igloo dans toute la France, Westhofen est à l'ouest de Strasbourg. Ça, c'est pour les gens qui sont hors Alsace, pour qu'ils puissent situer un peu mieux cette ville. Alors pour vous présenter assez rapidement, alors tout le monde vous connaît, mais est-ce qu'on vous connaît vraiment? On va apprendre à... oh si, quand même, Monsieur Debré. Alors vous avez été ministre de l'Intérieur, maire d'Évreux, président de l'Assemblée nationale, vous avez présidé le Conseil constitutionnel de 2007 à 2016, puis même le Conseil supérieur des archives. Et puis en 2016, vous prenez votre retraite. Et puis c'est une nouvelle vie qui aurait tendance à s'ouvrir à vous. Vous vous lancez dans le théâtre depuis 2021. Alors c'est l'actualité. J'ai saisi l'opportunité que vous soyez à Strasbourg pour jouer dans cette pièce dont on va parler. Donc c'est votre actualité du moment et on va vous entendre. Mais comme Igloo, c'est aussi le Mac de l'habitat. J'aurais aussi aimé vous entendre sur... On va parler un peu des institutions, et puis on va parler aussi de votre regard sur peut-être l'urbanisme, l'habitat, tel que vous avez pu le connaître dans vos différents, dans votre différents mandats. Pardon. Alors, une actualité très riche. On peut commencer justement par cette pièce, une pièce de théâtre. Si vous me permettez juste, bien sûr. Parce que quand vous me racontez tout ce que j'ai été, vous oubliez la période qui a été pour moi une période très importante, qui est la période de magistrat. Vous savez, j'avais une angoisse. L'angoisse, c'est, comment est-ce que je peux dire ça? C'est de devenir vieux et d'être blasé, résigné, sceptique. Alors après 25 ans de magistrature, qui a été pour moi une période extraordinaire, je me suis engagé en politique. Et quand je suis rentré en politique, je me dis, tu ne peux pas devenir un vieux politique, sceptique, résigné, blasé, sceptique. Il faut que tu... au bout d'un certain temps, tu quittes la politique pour trouver un autre métier. Alors, je me suis mis à écrire des romans policiers, et puis aujourd'hui, après le Conseil constitutionnel, le théâtre. Vous avez parlé d'écriture, et il y a un titre d'un livre que vous avez écrit qui m'a interpellé. Je vais vous questionner tout de suite après là-dessus, mais on pourrait commencer justement par parler de cette pièce. Donc vous jouez, comme je l'ai dit, aux côtés de votre épouse, Valérie Borchneck, dans la pièce qui s'intitule « Ces femmes qui ont réveillé la France ». C'est une pièce d'ailleurs que vous avez coécrite avec votre épouse. Donc c'est l'histoire de ces différents combats pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et cette pièce, elle rencontre un vif succès puisque vous avez dépassé la 200 représentations depuis 2011. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce qui vous amène à Strasbourg aujourd'hui? Et puis, deuxième question, est-ce que vous avez été surpris par ce succès en tant que comédien? D'abord, pourquoi ces pièces? Parce que l'histoire de notre pays est écrite par des hommes et on ne parle que des hommes. Si je vous interroge, vous qui êtes très érudit, sur l'arrivée des femmes dans l'enseignement supérieur, vous allez me parler de Jules Ferry, de Victor Duruy, de Camille C. Mais jamais de la première femme qui s'est battue pour avoir le droit de passer le baccalauréat et qui finalement est arrivée et a ouvert les portes de l'enseignement supérieur. Moi qui suis magistrat, un jour je me suis dit, mais il y a bien eu une première femme avocate. Et donc, c'est l'histoire de ces pionnières, de ces femmes qui, parce qu'elles étaient républicaines, parce qu'elles croyaient en l'égalité, voulaient les mêmes droits que les hommes. C'est ça, l'histoire. Donc, c'est une pièce qui rappelle l'histoire, rappelle la République et fait allusion à des personnages qu'on a oubliés. Alors, je suis un apprenti comédien. Ce qui est fantastique à mon âge, c'est d'apprendre. Je ne pose pas le baluchon au bord de la route tous les jours, au contact de publics nouveaux, après 200 représentations. On est dans toute la France, on l'a joué au Luxembourg, au Liban, et à chaque fois, c'est un peu différent. C'est très différent de la politique. La politique est un métier du spectacle. Le théâtre est un métier du spectacle, mais très différent. Parce que le politique, quand il fait un discours, il est sur une estrade, il parle devant des sympathisants, des partisans, des femmes et des hommes qui sont là pour le valoriser.
Il peut dire n'importe quoi, d'ailleurs, il ne s'en prive pas. Et voilà, ça n'a pas de conséquences. Le comédien, d'abord, il a des partenaires, il ne peut pas improviser. Deuxièmement, il parle devant un public qu'il ne connaît pas, qui a payé sa place, qui vient pour se distraire et qui vient pour se passer un bon moment. Et donc le rapport est un rapport extrêmement différent que le rapport avec la politique. Et puis, vous ne pouvez pas improviser puisque vous avez votre partenaire et aussi l'opérateur lumière. Si le dernier mot de votre tirade, c'est « igloo en air » et que vous dites top musique, eh ben, le technicien ne comprendra Il est pas. perdu. Donc, si vous voulez, vous faites partie d'une équipe et c'est un nouveau métier, c'est ça qui est fantastique. Alors, vous faites partie d'un de ces derniers hommes d'État. Est-ce que vous n'avez pas eu peur du regard que les gens auraient pu porter sur vous entre ce qu'ils avaient comme image de vous et de votre carrière politique, et puis tout d'un coup, ce métier, excusez-moi l'expression, je le mets entre guillemets, presque de saltimbanque? Oui, mais si vous voulez, au début, ça a été difficile, mais tout métier, au début, est difficile. Il y a des anciens camarades politiques qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? Arrête !» Mais moi, je pensais un peu égoïstement qu'à moi. C'est-à-dire que je veux apprendre. Je veux jusqu'au dernier jour de ma vie apprendre. Et là, je cherche déjà un autre métier après le théâtre. Peut-être le cinéma. Avec la chanson, je ne peux pas faire parce que je chante faux. Mais je crois que le sel de la vie, c'est de chercher toujours à construire, à entreprendre, à découvrir, à rencontrer. Le fait que depuis 2 ans, je joue au théâtre m'a fait rentrer dans un autre univers. Différent de l'univers de la magistrature, de la justice, différent de l'univers de la politique. Et c'est un univers... Alors au début, on m'a dit, oui, qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans? Il y a un autre qui m'ont dit, bah, t'as aucune chance, allez, arrête. On était partis, on a réussi, on continue. Quel bonheur! Alors, vous avez d'autres talents, dont celui d'écrire des livres. Et puis, il y en a un qui s'intitule, que vous avez écrit il y a quelque temps, Quand les politiques nous faisaient rire. Alors, j'ai envie de dire, aujourd'hui encore, sous forme de clin d'œil, ils nous font toujours rire, un peu plus jaune actuellement. Est-ce que c'était pour certains une manière de se démarquer, l'utilisation de l'humour? Et est-ce que vous ne pensez pas que l'esprit français, cet esprit un peu à la française, a tendance à disparaître en politique aujourd'hui? Alors, sûrement, je vais répondre. D'abord, l'humour en politique a une finalité. L'humour, faire rire, permet à celui qui fait rire de rassembler plus facilement ses militants, ses sympathisants. On les fait rire, on est heureux. L'humour, en politique, permet aussi de mieux déstabiliser ses adversaires. Et le livre « Quand les politiques faisaient rire », c'est l'histoire, aussi bien la 3e, la 4e, la 5e, où des personnages ont utilisé, un personnage comme Clémenceau, ont magnifiquement su utiliser l'humour. Donc l'humour a une finalité. Et puis, il y avait un humour français. Alors aujourd'hui, malheureusement, l'humour est devenu souvent de la vulgarité, de la haine et de l'agressivité. Donc l'humour est en train de disparaître. Je crois qu'en grande partie à cause du manque de culture des hommes politiques. Quand je constate, quand je relis les discours des hommes politiques de la 3e, de la 4e et du début de la 5e République, il y avait des hommes qui étaient d'une très grande culture. Jaurès, Léon Blum, Malraux, etc. C'était des hommes qui arrivaient à jongler avec les mots. Votre père? Mon père. Aujourd'hui, il y a une pauvreté dans le discours politique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vit au jour le jour. Et ce qu'on a dit hier, peu importe que ça soit différent de ce qu'on dira demain, c'est l'impression. Mais les temps changent. Alors, j'ai rapidement évoqué votre père, Michel Debré. Votre famille, elle est profondément ancrée dans l'histoire politique de la France, notamment par l'action de votre père, Michel Debré, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de la Ve République. En tant que fils de celui qui a rédigé la Constitution de 1958 et en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel, comment vous percevez l'évolution des institutions à la française depuis cette époque? Et puis, est-ce que ça peut expliquer qu'est-ce qui peut expliquer un tel désamour des Français pour nos institutions? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord,
La France est un pays extraordinaire où on ne peut pas garder de constitution. Les Anglais, les Allemands, tous les pays, on ne bouge pas. La France, elle me fait penser un peu à un joueur de foot. Un joueur de foot, quand il n'arrive pas à mettre le ballon dans les buts, il y a deux solutions. Ou il travaille, ou alors il agrandit les buts. Et ben nous, on agrandit les buts. Donc on a cette travers en France de toujours vouloir modifier les institutions. Deuxièmement, on a des hommes et des femmes politiques qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus la même rigueur, quelle que soit leur appartenance politique, avec celles et ceux qui les ont dépassés. Et les réseaux sociaux, la télévision en continu, le système médiatique, on ne changera pas, fait que on inscrit son action dans l'immédiateté et non pas dans la durée. Ça change tout. Et d'ailleurs, on le voit avec les lois. En l'espace de 20-25 ans, le nombre de lois qu'il fallait au journal officiel pour transcrire les lois de la République, on est passé de 1 million à plus de 3 millions de caractères. C'est-à-dire qu'il y a une logorrhée verbale. La loi est devenue instrument de la communication politique. On ne fait pas attention à ce qu'il y a dans la loi, mais on annonce une nouvelle loi. Et c'est là où il y avait il y a quelques années des juristes, des gens qui écrivaient avec beaucoup de minutie la loi. Aujourd'hui, eh bien, on est dans l'à peu près. Alors, j'ai parlé de votre père. Votre père était un fidèle parmi les fidèles du général de Gaulle. Vous avez été un fidèle parmi les fidèles de Jacques Chirac. La fidélité s'est inscrite dans l'ADN des Debré. Alors faites attention parce que votre épouse va sûrement écouter l'émission. Non, d'abord, mon père était, avant d'être rallié général de Gaulle, c'était un résistant. Cette famille, c'est mon grand-père, toute ma famille, est rentrée dans la résistance intérieure. Et la famille n'était pas destinée à faire de la politique. C'est la rencontre avec de Gaulle qui a fait que mon père est devenu le principal collaborateur du général de Gaulle. Et en 1959, il a été chargé, en 1958, par le général de rédiger la Constitution. Si vous voulez, chacun est comme il est. Moi, j'aime pas. J'ai été profondément gaulliste. Il y avait avec Chirac une affection qui dépassait les clivages politiques. Il m'a parfois été opposé à Chirac. Je dis que c'est pas bien. Mais vous voyez, je crois beaucoup en la fidélité en politique. Et je me suis toujours méfié de ces pigeons voyageurs qui passent de droite à gauche, de gauche à droite, avec une dextérité qui frise l'admiration, mais comme dirait Pierre Desproges. Mais voilà, moi, je crois à une certaine idée de la France. Je voudrais que la France, mon pays, soit rassemblée autour de quelques grands personnages. Malheureusement, aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. Vous pensez que nous n'aurons jamais un jour un homme fort tel qu'on a pu les connaître des De Gaulle, des Mitterrand, des Chirac? Ne m'entraînez pas trop vers la politique, parce que aujourd'hui, j'ai quitté la politique. Et la politique, c'est plus mon monde. Je ne les comprends pas, je ne juge pas. C'est une nouvelle génération, c'est pas ma génération. Donc, je dis simplement que je ne me retrouve pas dans le comportement des hommes et des femmes politiques d'aujourd'hui. Et je ne comprends pas les discours, je ne comprends pas les actions. Et donc, voilà, j'ai volontairement quitté la politique et je ne veux pas y revenir. Alors, ça me permet de faire la transition, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Le Mac de l'Habitat, et j'aurais aimé vous entendre et avoir votre regard sur, on va parler un petit peu de logement et d'urbanisme. Est-ce que vous pourriez nous partager une initiative ou une politique mise en place durant votre mandat, dont vous êtes particulièrement fier, en lien avec l'aménagement du territoire ou l'habitat? Oui, alors d'abord, quand je suis arrivé à la mairie d'Évreux, la première décision et la plus importante a été de construire le siège de la communauté d'agglomération, qui était en plein centre-ville, de le construire dans le quartier le plus difficile d'Évreux. Pourquoi ? Parce que
je voulais casser ce quartier qui était un quartier qui devenait de plus en plus isolé, où il n'y avait pas d'activité, et donc j'ai fait remonter de l'activité dans le quartier. Deuxièmement, j'ai immédiatement inscrit ce quartier dans le cadre de la politique de l'ANRU, c'est-à-dire qu'on a remodelé les immeubles, démoli, etc. Deuxièmement, pardon de vous le dire, mais je regarde avec beaucoup de précaution tous les promoteurs. Et je me souviens quand j'ai fait classer en Natura 2000 les coteaux d'Évreux, les pressions des promoteurs, mais aussi des particuliers, qui voyaient que leur terrain n'était plus constructible, même si au nom de l'histoire de ces coteaux, au nom de l'environnement, pour moi c'était essentiel de ne pas entourer la ville de ces cités immondes qu'on voit trop. Donc ça a été un combat extrêmement difficile, on a essayé de me faire revenir dessus, mais pour moi c'était essentiel. Et d'ailleurs, j'avais embauché un gardien de moutons et on l'avait mis sur les coteaux d'Évreux, des moutons, etc. Je trouve que on a tendance à défigurer notre pays. C'est-à-dire que la construction de ces quartiers autour des villes, avec des immeubles qui sont tous les mêmes, m'inquiète, m'exaspère, et je voudrais que les promoteurs fassent un peu d'efforts et regardent un peu comment construire avec les caractéristiques de telle ou telle région. Quand on construit en Normandie, ce n'est pas la même chose qu'en Alsace. Et donc, au lieu de faire des tours carrées invivables, avec des couloirs moches, etc., je considère qu'on fait une erreur. Deuxièmement, je trouve qu'on devrait, mais je ne suis pas un professionnel, dire au promoteur qu'il a une responsabilité sur la pérennisation de ce qu'il a construit. Car on voit les tours se construire, les promoteurs très heureux, et puis ils disparaissent. Eh bien non. Je pense qu'il devrait y avoir une disposition de la responsabilité des promoteurs sur le devenir de ce qu'ils ont construit. Alors, donc, peut-être aussi surprenant que ça puisse paraître, je suis plutôt totalement en phase avec vous. Puisque j'ai plusieurs casquettes, dont celle-ci, je remarque aussi qu'il est assez difficile d'avoir des modes collaboratifs parfois avec les décideurs. Parfois, un manque de vision relativement lointain sur l'urbanisme, parce que l'urbanisme se pense sur 10, 15, 20 ou 30 ans. On peut voir ce que Alain Juppé a pu faire à Bordeaux ou les différents maires qui se sont succédés à Lyon, qui ont eu une vision relativement lointaine de l'urbanisme, même s'ils n'étaient pas forcément réélus, ils se disaient c'est dans cette direction qu'il faut aller. Souvent, l'urbanisme, l'aménagement du territoire ou les promoteurs immobiliers et constructeurs s'inscrivent dans cette démarche. Et le deuxième point, là où je vous rejoins, et c'est quelque chose que l'on combat, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les plans locaux d'urbanisme, qu'on appelle les PLU, sont souvent des copier-coller. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, certains services prennent l'un, le copie-colle, etc. Et ça fait qu'on retrouve des bâtiments qui sont très encadrés juridiquement, et en fait, on fait tous à peu près la même chose. Oui. Donc c'est intéressant ce que vous dites, parce que je suis plutôt en phase. Je trouve que arrêtons de copier les uns les autres les PLU. Chaque région, chaque ville doit avoir un plan local d'urbanisme qui correspond à un certain nombre de paramètres, qui sont les paramètres de la ville, dans laquelle il faut aussi y introduire une vision de plusieurs années, et qu'on ne révise pas les PLU sans arrêt pour les modifier. Mais je crois aussi que, permettez-moi de vous dire que les architectes ont une responsabilité, car quand par ma famille maternelle, j'appartiens à une famille d'architectes, je leur disais toujours, mais vous êtes en train de faire
de l'identique partout. Mm. Arrêtez. Je voudrais avoir un projet qu'on me présente avec des particularités, avec un certain nombre de choses qui font que les habitants de ce quartier soient un peu fiers. L'organisation, c'est pas uniquement construire des maisons, mais faire une place, faire un certain nombre de choses. Tout ça, je pense, nécessite une réflexion, mais par-dessus tout, la réflexion sur le vieillissement des immeubles, le vieillissement de cet urbanisme. Et là, il y a une responsabilité du promoteur. De même que je suis très très réservé sur la politique qui a été suivie pendant des années et des années d'entourer les villes de grands espaces de commerce de grande surface. Car on ne voit pas bien les choses à force d'entourer. J'étais maire d'une ville où le prédécesseur avait laissé entourer la ville de grandes surfaces. Ça tue le commerce local, le commerce du centre-ville. Ça déshumanise tout. Et donc, je pense que là aussi, il devrait y avoir un certain nombre de dispositions pour dire qu'au-delà d'un certain nombre de mètres carrés, on ne le fait plus. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut revoir bien souvent l'aménagement des centres-villes. J'avais à Évreux fait faire un parking sous la mairie pour que les voitures puissent se garer, pour que les Ébroïciens aillent se promener dans le centre-ville alors qu'ils ne pouvaient plus y aller. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, si vous voulez. Donc je crois beaucoup en l'urbanisme et je crois que la sécurité, la salubrité, la santé tient beaucoup des habitants, tient beaucoup à l'urbanisme et à la conception que les architectes ont de leur métier. Ce ne sont pas simplement des bâtisseurs d'immeubles, ce sont des bâtisseurs d'un environnement autour de l'immeuble, et ça, c'est important. Une réflexion holistique. Alors, vous avez parlé de sécurité. Vous avez été ministre de l'Intérieur, notamment pendant les attentats de 94-95. On a vu la crise des Gilets jaunes, on a vu beaucoup de dégradations, des difficultés à un certain maintien de l'ordre. Est-ce que vous pensez que l'urbanisme peut jouer un rôle dans la préservation de la criminalité et l'amélioration de la sécurité publique ? Alors, je crois que l'urbanisme est essentiel pour le bien vivre, le mieux vivre et le sentiment que les gens peuvent avoir d'appartenir à la même ville. C'est une condition importante pour la sécurité. Donc, l'urbanisme est essentiel. Alors, aujourd'hui, on est dans les phénomènes de violence, la vidéosurveillance, c'est pas un plaisir pour un maire de mettre de la vidéosurveillance, mais si cette vidéosurveillance peut faire reculer l'insécurité ou le sentiment d'insécurité, faisons-le. La République, c'est la liberté. C'est la liberté pour chacun d'aller et de venir dans le domaine public et de ne pas être inquiété. Si aujourd'hui, eh bien, vous ne pouvez plus vous promener sans avoir la peur au ventre, eh bien, il faut prendre des mesures. C'est pas satisfaisant. Mais je pense que, la vidéosurveillance, 2, la police municipale, 3, c'était un vieux rêve que j'avais, mais qui était de faire en sorte que dans les lycées et collèges, on retrouve des cours d'instruction civique et que surtout, une fois par mois, on emmène les jeunes nettoyer des rues, nettoyer pour leur montrer que le comportement individuel est essentiel pour faire en sorte que ça soit plus agréable de vivre. Je me souviens toujours dans la ville, qui m'avait profondément inspiré, j'avais à Évreux ouvert la rivière
Et on avait fait une très belle promenade. Très belle promenade. On a mis beaucoup de fleurs. 2 jours après, les fleurs avaient disparu. Et on avait mis beaucoup de corbeilles pour que les gens mettent notamment leurs mégots. Et un jour, je me promène là, et devant moi, il y a un monsieur qui jette ses mégots par terre. Donc je vais le voir. Je dis, monsieur, bonjour monsieur, vous avez jeté vos mégots par terre. Je suis le maire de la ville. On a mis des cendriers. Je vous demande de mettre vos mégots dans les cendriers. Et le monsieur m'a répondu, je paye des impôts. Ridicule. Car si avec tout l'argent qu'on dépense pour nettoyer, s'il y avait un effort de civisme, eh bien, on pourrait utiliser l'argent des municipalités à autre chose. Bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que la vie collective, la vie en société, il y a des acteurs importants, qui sont l'architecte, la municipalité, mais chacun doit se sentir concerné par la vie en société. Alors, vous avez évoqué les modes constructifs, l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Maintenant, le monde du logement vit très mal depuis la fin du Covid, parce qu'il y a eu déjà ce confinement, l'augmentation des matières premières, l'augmentation des coûts de construction, l'augmentation des taux d'intérêt, qui font qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de mal à se loger, que ce soit en location ou à l'achat. Ça devient presque, à terme, dans quelques années, le logement sera sûrement un produit de luxe. On n'a pas le sentiment... Alors, je sais que vous m'avez dit que vous ne prononcez pas sur la politique actuelle, mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y ait une prise de conscience importante, même des différents gouvernements depuis une dizaine d'années, sur cette thématique de l'habitat, de loger le plus grand nombre et que les gens soient bien logés, sachant que c'est en plus le 3e poste le plus important de dépenses des ménages. Est-ce que vous auriez des recommandations? Est-ce qu'il y aurait des ajustements à faire cette politique du logement? Pas de recommandations, mais si vous voulez, je joue au théâtre, je vous l'avais expliqué, je vais dans toutes les villes de France et je vois monter une angoisse vis-à-vis de l'avenir, non seulement au regard de l'évolution des prix, de l'inflation, mais au regard de l'évolution de la structure familiale qui vient de plus en plus réduite, et le fait que beaucoup de ces jeunes que je vois à l'issue de notre représentation de théâtre s'interrogent, ou les parents s'interrogent sur où vont-ils se loger, comment vont-ils se loger, compte tenu des rémunérations. Et je suis frappé, toutes tendances confondues, combien on vit au jour le jour, sans se préoccuper. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la France est en dette, est endettée, que ça va, même si c'est normal que les politiques expliquent que c'est pas grave, que tout ça va s'arranger, etc. On est rentré dans un monde où ça ne s'arrangera pas, où la guerre est revenue, tous les facteurs d'angoisse sont là, où la notion de famille était beaucoup restreinte. Et donc, quand je vais, par exemple, dans le département où j'ai été élu, qui est un département rural, je vois beaucoup d'agricultrices et d'agriculteurs dont les enfants, ils en ont 3 ou 4, il y en a un qui reprendra l'exploitation, les autres partiront sur la ville, mais avec quels moyens, quel métier, où se loger, dans quelles conditions. Et là, je ne trouve pas, au niveau des municipalités, des départements et de l'État, une réflexion. Une réflexion sur l'habitat, sur l'évolution de ce que souhaitent ces personnes. Et d'ailleurs, ça a des répercussions, au-delà de l'habitat, sur la natalité. Bien sûr. Car quand on regarde avec inquiétude le fait qu'aujourd'hui, en France notamment, la baisse de la natalité est importante, il n'y a pas de renouvellement de la population, c'est une conséquence de l'angoisse de ces jeunes qui ne savent pas dans quelles conditions ils vont vivre, où ils vont vivre, avec le coût de l'habitat qui est devenu énorme, mais coût de l'habitat, mais aussi des taxes d'habitation, des taxes de tout ce que vous voulez. C'est effrayant. C'est effrayant. Quand en plus
il faut se chauffer. Il faut se chauffer. On n'est plus à la préhistoire où une peau de chameau, une peau de bison permettait de se réchauffer. Et, on a besoin de chaleur. Même si on nous explique que le climat va changer, il fait beau, mais en tout cas, pour l'instant, il fait pas chaud. L'hiver, il fait froid. Et donc, si vous voyez, tout ça, il n'y a pas d'interrogation. Et j'aimerais qu'au niveau de la commissariat au plan, à mesure où il existe encore, et que c'est pas un instrument politique, il y ait une réflexion entre médecins, architectes, entrepreneurs, et puis population sur qu'est-ce que vous voulez, dans quelles conditions on va vivre. Et moi, encore une fois, je vois l'angoisse dont nos concitoyens sont animés, vient aussi de leur inquiétude et dans leur inconnu de l'avenir. Une question en guise de conclusion, en quelques mots, après la vie extrêmement riche que vous avez pu avoir, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier dans votre vie, tout confondu ? Mais je suis fier de... La chose, hein. Une chose, la chose. Faut choisir. C'est difficile. La chose dont je suis le plus fier, c'est probablement de ne pas avoir manqué à ma famille et au nom que je porte. Merci Jean-Louis Debré. On était très très heureux de vous recevoir dans cette émission spéciale. C'était la 250e de Igloo on Air. Donc très heureux d'avoir reçu un homme d'État. Et puis d'avoir pu partager avec vous ces quelques réflexions. Donc je rappelle que l'on retrouve l'émission Igloo on Air sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube de Igloo on Air, sur le site internet igloonair.com, et puis sur le site de Top Music, et puis encore toutes les web radios. Merci et à bientôt.